Je me présente, c'est Athié Seydou Hamadi, professeur de physique-chimie. Mes chers téléspectateurs, mes chers élèves, dans le cadre de la télévision scolaire, je vous présente un cours sur le mouvement d'une particule chargée dans le champ électrique E uniforme. Mes chers élèves, nous allons étudier le mouvement d'une particule chargée dans le champ électrique E uniforme. Mouvement d'une particule chargée dans le champ électrique E uniforme. Donc, nous allons poser le problème. Nous avons des électrons. Ces électrons, leur charge Q égale à moins E et leur masse M égale à 9,1 qu'on multiplie par 10 puissance moins 31 kg. Ces électrons arrivent en eau et forment un faisceau homocinétique. Cela signifie que toutes les particules ont la même vitesse. Puis, pénètrent avec une vitesse V0 qui est horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe OX, et sont soumises à une tension entre les plaques P et Q. Cette tension UPQ est positive. Nous allons négliger dans notre étude le poids de l'électron par rapport à la force électrique et notre mouvement se fera dans le vide. Donc, nous allons montrer que cette tension U, elle représente la tension UPQ qui est positive. Dans un premier temps, nous allons faire la figure. La figure. Donc, je vais prendre deux plaques parallèles et horizontales. La plaque supérieure, c'est la plaque Q, et la plaque inférieure, c'est la plaque. La plaque supérieure, c'est la plaque P, et la plaque inférieure, c'est la plaque Q. Donc, nous avons le point O. Là, nous avons notre axe des abscisses. Bien. Et notre particule pénètre avec une vitesse V0 horizontale. Dès que la particule pénètre dans ce champ électrique, il subit une déviation sous l'action d'une force électrique F. Et le sens de cette déviation dépend du sens de F. Donc, nous allons essayer de déterminer les signes des plaques pour connaître le sens de E et le sens de la force électrique qui nous montrera le sens de la déviation. Donc, nous allons déterminer les signes des plaques P et Q. Donc, la tension UPQ étant positif, cela signifie que le potentiel en P moins le potentiel en Q est supérieur à 0. Donc, le potentiel en P est supérieur au potentiel en Q. Cela signifie que la plaque P elle est chargée positivement et la plaque Q est chargée négativement. D'autre part, nous connaissons que le champ électrique est toujours dirigé vers le potentiel décroissant, vers le potentiel négatif. Donc, cela signifie donc le E est dirigé de la plaque P vers la plaque Q. Comme la force électrique F, on vous rappelle, égale à Q qu'on multiplie par E, la charge est négative, cela signifie Q est négative, cela implique que la force électrique et le champ électrique sont de sens contraire. Donc, ça nous permet de déterminer le sens de F. F est dirigé
vers la plaque Q. F est dirigé de la plaque Q, Non, F est dirigé de la plaque Q vers la plaque P. Donc F est dirigé de Q vers P. Donc la plaque P, elle est chargée positivement. La plaque Q est chargée négativement. Nous avons le champ électrique qui est dirigé vers le potentiel décroissant. Ça, c'est le champ électrique E. Comme la charge est négative, F et E sont de sens contraire. Donc F est dirigé de la plaque Q vers la plaque P. Et le sens de F dépend du sens de la déviation. La troisième question, nous allons étudier le mouvement. Troisièmement, étude du mouvement. Étude du mouvement. Dans l'étude du mouvement, premièrement, nous allons déterminer l'équation de la trajectoire dans le repère OIJ. Si on termine l'équation de la trajectoire, les équations horaires, on détermine l'équation de la trajectoire. Donc, petit a, dans l'étude du mouvement, nous allons déterminer les équations horaires. Les équations horaires du mouvement. Bien sûr, nous allons étudier le mouvement dans le référentiel terrestre qui est supposé galiléen pour appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc, on l'étudie dans le repère OIJ. C'est ça notre référentiel. Donc, nous allons utiliser le théorème de centre d'inertie qui traduit la relation fondamentale de la dynamique, qui nous dit que la somme des forces appliquées est égale à ma, et nous avons négligé le poids de l'électron par rapport à la force électrique. Donc, ça va rester F est égal à ma. F égale à Q fois E, ceci est égal à ma. Donc, on va tirer A est égal à Q sur M qu'on multiplie par E. Et dans ce repère, nous pouvons déterminer les conditions initiales. Donc, nous allons déterminer les conditions initiales. À l'instant t égale à 0, notre particule pénètre à partir du point O avec une vitesse horizontale. Cela signifie que l'abscisse du point O égale à 0, l'ordonnée du point O égale à 0. La vitesse VO suivant l'axe des abscisses est égale à VO et sa composante suivant l'axe des ordonnées égale à 0 parce qu'il est perpendiculaire à OY. Donc, à l'instant t égale à 0, le x0 égale à 0, le y0 égale à 0. Et la composante de la vitesse suivant l'axe des abscisses est égale à V0 et sa composante suivant l'axe des ordonnées égale à 0. Donc, nous allons projeter cette relation vectorielle suivant l'axe des abscisses et suivant l'axe des ordonnées. Donc, projection suivant les axes. Donc, suivant l'axe OX, dans un premier temps. Donc, on va projeter la projection de A suivant X, c'est AX, égale à Q sur M, et la projection de E suivant X, c'est EX. Maintenant, comme E est vertical, sa composante suivant l'axe des abscisses égale à 0. Donc, égale à 0 parce que EX est nul. Donc, cela signifie que le mouvement il est rectiligne uniforme. Donc, son équation horaire est de la forme X égale à V0 xt plus x0. V0x, on est sur l'axe des abscisses. En remplaçant V0 par sa valeur, on aura c'est V0 fois t. Je vais tirer de temps t égale à x sur V0. Voici l'équation horaire suivant l'axe des abscisses. On fait de même projection suivant l'axe OY. On projette ce vecteur. La projection de A suivant Y, c'est AY. Ceci est égal à Q divisé par M. Et la projection de E suivant Y, c'est EY. Donc, nous allons regarder le sens de E par rapport à Y. Ils sont de sens contraire. Donc, on peut dire que la projection de E suivant Y égale à moins E. Donc, on aura AY égale à Q sur M qu'on multiplie qu'on multiplie par moins E.
qui est égale à une constante, cela signifie que le mouvement il est rectiligne uniformément varié, bien sûr, suivant l'axe des ordonnées. Donc l'équation horaire va être de la forme moins 1 demi de qui qu'on multiplie par E sur mt au carré, plus la vitesse V0 suivant YT, plus Y0. Compte tenu des conditions initiales, V0 il est nul, Y0 est nul, on va trouver que Y égale à moins qui fois E sur 2m fois T carré. À partir de là, on peut continuer l'équation. On avait posé que Q égale à moins E. Et on pose que la tension E égale à UPQ divisé par la distance qui sépare les plaques. Et cette distance est D, égale à UPQ divisé par D. On a posé UPQ égale à U divisé par D. D, c'est quoi? C'est la distance qui sépare les plaques. Voilà la distance D. Et L, c'est la longueur des plaques, petit l. Donc, je remplace E par sa valeur. J'aurai Y est égal à E fois U divisé par 2md qu'on multiplie par t élevé au carré. Voici l'équation horaire suivant l'axe des ordonnées. Et petit b, nous allons déterminer l'équation de la trajectoire qui consiste bien sûr à tirer t dans l'équation de x et remplacer t dans l'équation de y. Donc petit b, l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Bien sûr, dans le repère OIJ. Dans le repère OIJ. Donc, nous avons que x égale à V0 qu'on multiplie par t. Donc, le temps t, on l'avait tiré, c'est x divisé par V0. Je remplace t dans l'équation de y. J'aurai y est égal à E, U, sur 2md, V0 au carré, qu'on multiplie par x carré. Et si on vous pose quelle est la nature de la trajectoire, donc vous allez dire que la trajectoire est un arc de parabole dont la concavité est dirigée vers y positif. Pourquoi? Parce que le réel A est positif. Donc nature de la trajectoire. Donc la trajectoire est un arc de parabole, est un arc de parabole, dont la concavité est dirigée vers y positif car le réel A est positif. Voici le réel A. Bien, donc si on revient sur le schéma, on peut tracer la nature de la trajectoire. Donc on va le tracer parce que déjà on a montré que la trajectoire est un arc de parabole. On trace l'allure de la courbe. L'allure de la courbe. Voilà. Et ce point qui est là. Et ce point qui est là, ce qu'on appelle le point de sortie S. Bien. Quatrième question. Nous allons déterminer les caractéristiques de ce point S. Et dans ces caractéristiques, nous allons déterminer la condition d'émergence, nous allons déterminer le temps du point de sortie, nous allons déterminer la vitesse de sortie et nous allons déterminer l'expression du travail de cette force électrique qui déplace la particule du point O jusqu'au point S. Donc, quatrième question, caractéristiques les caractéristiques du point S. Je dis bien dans ces caractéristiques, petit a, nous allons déterminer la condition d'émergence. La condition d'émergence. D'accord. Donc, ce point S, son abscisse, on va déterminer son abscisse XS.
et son ordonnée y de s qui doit être inférieure à d sur 2. Donc à partir de cette figure, nous avons le point S. Là, nous allons prendre comme point O'. Donc on sait que l'abscisse du point S dans le repère OX, OY représente la longueur O'. Et cette longueur O' représente la longueur de plaque L. Donc X de S, nous allons dire que X de S égale à L. Comme le point S appartient à la parabole, donc les coordonnées du point S doivent vérifier l'équation. Et pour qu'il y ait condition d'émergence, il suffit que Y de S soit inférieur à D sur 2. Donc le Y de S est égal. On remplace L par sa valeur. On aura E U L au carré sur 2 MD V0 carré. Sur 2 MD V0 carré. Tout ça doit être inférieur à D divisé par 2. Donc, on va essayer de déterminer la condition de la tension accélératrice. Donc, nous aurons E U L sur 2 MD V0 carré est inférieur à D sur 2. L carré est inférieur à L sur 2. Donc, maintenant, on va simplifier les deux et on va tirer U. Donc, on aura la tension U est inférieure à M D au carré V0 au carré divisé par E qu'on multiplie par L au carré. Voici la condition d'émergence. La question petit b. Donc, on a pris à l'instant t égale à 0 secondes, la particule quitte le point O. S'il arrive au point S, il a fait une certaine durée. Nous allons calculer la durée du trajet entre O et S. Donc, la durée du trajet OS. D'accord. On a montré que le mouvement, il est rectiligne uniforme suivant l'axe des abscisses. On a dit que X égale à V0 fois le temps T. Donc, on va dire au point S, je peux dire que X de S égale à V0 fois le temps au point S. Et on a montré que X de S égale à L. Donc, on aura V0 qu'on multiplie par le temps de sortie. Donc, ce temps de sortie est égal à L divisé par V0. Voici le temps du point de sortie. La question la question C, qu'est-ce que nous allons déterminer? Nous allons déterminer la vitesse de sortie. Donc, je dis bien que la tangente qui passe par ce point de sortie doit passer par le milieu des plaques. Donc, on trace la tangente qui passe par le point S, il doit passer par le milieu. Et la vitesse, elle est tangente. Voici la vitesse de sortie, Vs. D'accord? Et cette vitesse Vs, elle aura deux composantes. Une composante Vs suivant X. Voilà la vitesse Vs suivant l'axe des abscisses. Et sa composante suivant l'axe des ordonnées, Vs suivant Y. Et l'angle formé entre la vitesse Vs et la vitesse Vs suivant X, ce qu'on appelle la déviation angulaire alpha. Et c'est le même angle qui se retrouve ici. C'est l'angle formé entre la tangente qui passe par le point de sortie et l'horizontale. Et nous allons déterminer aussi cet angle. Donc, on peut dire que cette vitesse Vs, c'est sa composante suivant x vecteur plus sa composante suivant y. Donc, petit c, nous allons déterminer la vitesse du point de sortie S. Donc, on peut dire que vectoriellement Vs est égal à Vs suivant x vecteur plus Vs suivant y vecteur. Si on calcule la norme de Vs, elle est égale à racine de Vs suivant x au carré plus Vs suivant y au carré. Et bien sûr, avec la vitesse Vs suivant x, c'est la dérivée de x par rapport au temps, qui est égal à V0, normal parce que le mouvement il est rectiligne uniforme suivant l'axe des abscisses. Et la composante de la vitesse Vs suivant l'axe des ordonnées, c'est la dérivée de y par rapport au temps au point S. On va dériver l'équation horaire. Et l'équation horaire est là. Quand on dérive, D va partir. Ça fait E qu'on multiplie par I fois le temps au point S divisé par M, D.
MD. Maintenant, on va remplacer TS par sa valeur pour déterminer l'expression. Bien, donc, toujours la même question. On va remplacer le temps de point de sortie par sa valeur. On a posé que TS, on a montré que TS égale à L divisé par V0. Donc, on trouve enfin la vitesse de X, elle représente la vitesse V0. Et la composante de la vitesse suivant l'axe des ordonnées, on va remplacer, on aura E, la tension U, qu'on multiplie par L, divisé par M d V0. Et à partir de là, on va tirer la vitesse de sortie, qui est égale à la valeur de V0 carré, plus E, U, L sur M d V0, le tout élevé au carré. Voici la vitesse de sortie Vs. Et à partir de là, nous allons calculer la déviation angulaire alpha. C'est la question numéro 5. 5. La déviation angulaire alpha, qui sera exprimée en radians. Donc, nous avons dit c'est quoi la déviation angulaire? C'est l'angle formé entre la tangente qui passe par le point de sortie et l'horizontale. Ou bien, c'est le même angle qui est formé entre la vitesse Vs, suivant X, et la vitesse Vs. Donc, comment on le calcule? On peut déterminer, on peut utiliser ce petit triangle. Et comme c'est la tangente, on peut aussi dériver l'équation horaire et poser que X égale à L. Donc, on va calculer tangente de alpha. Tangente d'alpha est égale à la dérivée de y par rapport à x lorsque x est égal à L. C'est l'une des méthodes. Donc, l'équation y, on avait y, est égale à E qu'on multiplie par u sur 2m d V0 au carré qu'on multiplie par x élevé au carré. C'était déjà démontré. Donc, quand on dérive dérivée de y par rapport à x lorsque x est égal à L, ceci est égal à E, U, L sur M, D, V0 au carré. Et cette expression représente tangente de alpha est égale à E, U, L, L sur M, D, V0 au carré. Donc maintenant, si alpha est petit, c'est que souvent les déviations sont faibles, tangente de alpha est sensiblement égale à alpha, mais exprimée en radians. Bien. Sixième question. Nous allons déterminer le travail de la force électrique pour déplacer la particule du point O vers le point S. 6. Sixième question. Le travail de la force électrique qui déplace la particule, les particules, les électrons de O jusqu'à S. Donc, par définition, le travail de cette force électrique qui fait déplacer la particule de O vers S est égal à qui? En facteur du potentiel en O moins le potentiel en S. Donc, avec le potentiel en O moins le potentiel en S, je peux dire que c'est le potentiel en O moins le potentiel en O prime, plus le potentiel en O prime, plus, moins, pardon, le potentiel en S. Mais si on regarde le point O et le point O' se trouvent sur la même horizontale, donc la différence de potentiel égale à 0. Donc la tension entre O égale à 0, parce qu'ils sont sur la même horizontale. Donc cela signifie que le potentiel en O moins le potentiel en S est égal au potentiel en O' moins le potentiel en S.
Donc, je peux dire alors que ce travail, F, devient, bien sûr, Q en facteur de VO' moins VS. Et VO' moins VS, c'est la tension UO'. Et notons que cette tension UO', est égale à moins la tension USO. USO', pardon. Donc, on sait que le champ électrique E est une constante, elle est uniforme. Donc, cela signifie que cette tension ISO est égale à E divisé par D, et E aussi égale à I sur D. Divisé par D, D entre S et O', entre S et O'. Et la distance entre S et O' n'est rien d'autre, c'est Y de S. Donc cette distance, c'est l'ordonnée du point de sortie. Donc ce Y de S représente la distance entre S, O' ou O'S. Y de S est positif. Donc, je peux dire alors que cette tension USO' est égale à E divisé par Y de S. Donc, je reviens pour remplacer la charge Q égale à moins E entre O et S. La charge Q égale à moins E. Et la tension UO'(S) égale à moins U et U égale à E sur ID. Donc, nous allons avoir C plus E divisé par Y de S. Et on remplace E aussi, on peut le remplacer par I sur D. Donc, nous aurons le travail de cette force F entre O et S est égal à E qu'on multiplie par la tension entre les plaques, qu'on multiplie par l'ordonnée du point de sortie fois la distance D. Voici le travail de cette force électrique qui fait déplacer la particule du point O vers le point S. Nous allons placer un écran E qu'on va placer à une distance D, voilà, à une distance L par rapport au centre des plaques. Nous allons prendre un écran E. Voici un écran. Cet écran est placé à une distance D des centres des plaques. Cela signifie que là, cette distance, nous allons considérer c'est D. C'est la distance entre l'écran et les centres des plaques. Nous allons étudier le mouvement des électrons à la sortie des plaques. Ça va être la question numéro 7. Numéro 7. Nous allons étudier la nature du mouvement à la sortie du champ électrique E. À la sortie du champ électrique E. Du champ électrique E. Donc, à la sortie, le champ électrique n'existe pas. E égale à vecteur nul. Cela signifie aussi que la force électrique aussi égale à vecteur nul. Comme F égale à ma, nous aurons ma vecteur égale à vecteur nul. La masse, elle est différente de 0. Donc, cela signifie que l'accélération, cela implique que l'accélération est égale à 0. Donc, à la sortie, le mouvement, il est rectiligne uniforme. Et la trajectoire est une droite. Le mouvement, il est rectiligne uniforme et sa trajectoire est une droite. Maintenant, nous allons essayer de déterminer l'équation de cette trajectoire à la sortie. Donc, l'équation, notons petit a, l'équation de la trajectoire à la sortie du champ électrique, à la sortie du champ E. Bien, nous avons dit que la trajectoire est une droite et c'est une droite affine parce que la droite ne passe pas par l'origine. Donc l'équation de cette trajectoire, c'est de la forme y égale à ax plus b. Et a, c'est le coefficient directeur, il représente la pente, c'est la tangente. Donc a égale à tangente
de alpha. Donc nous aurons y égale à tangente de alpha qu'on multiplie par x plus le réel b. Maintenant, il suffit de déterminer ce réel. On sait que le point S appartient à la trajectoire, donc les coordonnées du point S vérifient l'équation. Donc S appartient à la trajectoire. On peut dire alors que y de S égale à tangente de alpha x de S plus le réel b. On va tirer le réel b est égal à y de S moins tangente de alpha qu'on multiplie par x de S. On remplace b par sa valeur. Donc on aura y est égal à tangente de alpha qu'on multiplie par x plus y de S moins tangente de alpha qu'on multiplie par x de S. On met tangente en facteur. Donc nous aurons y est égal à tangente de alpha en facteur de x moins x de S plus y de S. Voici l'équation de la trajectoire à la sortie du champ électrique. La trajectoire est une droite et ça, ce n'est rien d'autre, c'est l'équation d'une tangente en mathématiques. C'est que c'est f de x moins f de x est 0 est égal à f' de x en facteur de x moins x est 0. Bien. À partir de là, dès que les électrons quittent la plaque, ils vont continuer leur mouvement est rectiligne uniforme. La trajectoire sera une droite. Ils vont continuer avec cette trajectoire. Ils vont arriver au niveau de l'écran. Ils vont taper ce point, nous allons noter ce point K, ce qu'on appelle le spot lumineux, ou bien une tache lumineuse. Ici, nous allons supposer que nous avons un point J, nous allons essayer de déterminer ce qu'on appelle la déflexion. La déflexion, c'est quoi? C'est la déviation linéaire. C'est la distance entre J et K. Donc, nous allons essayer de déterminer ce qu'on appelle la déflexion électrique. Ça va être la question numéro 8. Donc, nous allons passer à la dernière question. Nous allons déterminer ce qu'on appelle la déflexion électrique. La question 8, la déflexion électrique. Et cette déflexion électrique représente la déviation linéaire sur l'écran. Et cette déviation linéaire représente Kj. Donc on va dire c'est la déviation linéaire. C'est la déviation linéaire électrique sur l'écran. Donc là, je vais représenter ce triangle. Le triangle KJ et I est rectangle en J. Donc nous avons ce triangle. Donc là, vous avez le point I. Ici, nous avons les spots, c'est le point K. Et là, nous avons le point J. Et c'est un triangle qui est rectangle. Et ici, vous avez la déviation angulaire alpha. Donc là, ça représente la déflexion. C'est JK. Ici, cette distance, on l'a appelée D. C'est la distance entre l'écran et les centres des plaques. Donc, je dis, nous allons déterminer la déflexion sur l'écran, la déflexion électrique qui représente la distance JK. Donc, détermination de JK qui représente la déflexion. Donc, nous avons dit que ce triangle est rectangle. Nous avons le même angle. On peut dire que tangente de alpha est égale à JK divisé par JI. Et JI représente la distance entre l'écran et les centres des plaques. Donc, on aura tangente d'alpha égale à JK divisé par D. Je vais tirer JK qui représente la déflexion électrique est égal à D qu'on multiplie par tangente alpha. Et nous allons remplacer tangente alpha par sa valeur. Donc, nous aurons JK
égale à D qu'on multiplie par E UL sur M D V0 carré. Voici la déviation angulaire sur l'écran. Mes chers téléspectateurs, mes chers élèves, voici la fin de ce cours sur le mouvement d'une particule chargée dans le champ électrique, et à la prochaine fois. Merci.